C'est un récit intimiste, historique aussi, d'une grande force, l'histoire d'un choc sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Génocide qui dura d'avril à juillet 1994 et qui fit au moins 800 000 morts en seulement 3 mois. Ce choc, cette histoire, c'est la vôtre, Stéphane Audouin-Rousseau. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes historien, directeur d'études à l'EHESS, président du Centre international de recherche de l'historial de la Grande Guerre, la guerre de 14-18, dont vous êtes un spécialiste. Et vous publiez donc ce livre au Seuil, une initiation Rwanda 1994-2016. D'abord, Stéphane Audouin-Rousseau, pourquoi ce titre, une initiation? Cette initiation, c'est la mienne. C'est la mienne, c'est-à-dire quand j'ai découvert, je suis pas africaniste, je suis pas spécialiste des Grands Lacs, je viens d'une historiographie, d'une histoire française, de la Grande Guerre, donc de manière tout à fait assez classique. Et quand j'ai découvert un peu par hasard le Rwanda, j'ai subi une sorte de choc. Je suis pas le seul. C'est à l'occasion d'un colloque, vous avez... Oui, une invitation, un colloque, et j'ai découvert ce que vous disaient les gens, les rescapés, les sites que vous pouviez visiter, les charniers, c'est la musique, les commémorations, l'horreur de ces crises des rescapés dans lors des commémorations, ça a été un choc extrêmement profond. Les hurlements, vous revenez sur les hurlements des victimes qui sont des centaines, parfois davantage, qui sont de véritables reviviscences traumatiques pendant les commémorations à certains moments. Un jour, dans une émission de radio, je dis qu'est-ce qui s'est passé? C'est une initiation. Et je me suis dit, cette initiation, il est peut-être utile de la partager. Et j'ai écrit ce livre pour la partager avec des gens qui ont du mal à accéder à cet événement pour des tas de raisons mal bien connues, on va y revenir, ignorées aussi. Très ignorées. Souvent. Alors, vous écrivez qu'il y a eu ce surgissement de la terreur du massacre, alors que vous assistiez justement à une de ces commémorations. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? La première fois que je suis venu au Rwanda, c'est en 2008. Donc oui, je fais pas partie des gens qui sont venus dès 95 et qui même parfois étaient sur place. Donc oui, je suis pas en train de m'auto-glorifier. C'est plutôt l'inverse. Le livre est plutôt un examen de conscience. Oui, c'est ce que vous écrivez. Vous êtes très critique même par rapport vous à votre propre chemin par rapport au Rwanda. Vous parlez même d'une espèce de racisme latent. Je disais inconscient. Inconscient, voilà, c'est ça. Je pense que si j'ai pas vu, je dis que alors que j'étais déjà historien, presque professeur d'université, que j'ai pas vu ce qui s'est passé pendant le génocide, j'ai pas compris, je m'y suis pas intéressé, et je pense que le racisme inconscient, qui est souvent en chacun de nous, parce que le racisme, évidemment, on le stigmatise toujours chez les autres, mais pas tellement chez soi-même. C'est curieux. C'est pourtant chez soi-même qu'on peut agir, d'abord. Et je pense que ça m'a empêché de voir. Il m'a fallu pas mal de temps pour commencer à me rendre compte, au moins déjà que j'avais pas vu. Et en 2008, j'ai eu cette opportunité de venir. Et effectivement, un moment très fort, c'était les commémorations du 7 avril au soir, dans le stade à Mahoro de Kigali. Et là, j'ai vu pour la première fois ce que c'était qu'une commémoration au Rwanda, c'est-à-dire effectivement, et en particulier lors de ces témoignages qui sont donnés à la foule, qui sont bouleversants, lors de ces chants de deuil qui sont plus bouleversants encore, des victimes, des rescapés se mettent à revivre littéralement la terreur d'un événement très proche, qui finalement était et qu'ils revivent comme si c'était tout de suite au présent, donc qui se mettent à hurler, à convulser, à dire voilà, ils arrivent, on tue mes enfants, on me tue, etc. Il faut évacuer les gens. Enfin, c'est un spectacle atroce, et d'un seul coup, on prend conscience. Enfin, est-ce que c'est ça dont il s'agit? En tout cas, on croit prendre conscience, on croit s'approcher de ce qui s'est passé vraiment. Et là, si vous voulez, il y a un avant et un après. Comme une initiation, ça détermine un avant, un après. C'est ce que vous écrivez, oui. Alors quand on vous lit, on pense aussi à la réaction de Desmond Tutu, le prix Nobel de la paix, qui en 95, en visitant un des lieux du génocide, éclate en sanglots et est pris de spasmes. On va voir ces images. Est-ce que vous les aviez vues à l'époque? C'est la première fois que je les vois. Je suis très heureux de les voir. En larmes, extrêmement choqué. Ça vous rappelle des choses, j'imagine, ce genre de... Évidemment, je connais peu de gens qui, à un moment ou à un autre, ne fondent pas en larmes au Rwanda. Pas au moment forcément le plus prévisible. Et Desmond Tutu, à mon avis, fond en larmes comme n'importe quel être humain sensible devant ce qu'il y a à voir sur place et à entendre, mais pour une autre raison aussi. C'est que l'Église catholique, évidemment, l'Église catholique est insérée
dans le génocide, dans la mesure où dans ce pays profondément catholique, où la population était profondément croyante, qui était une perle pour le Vatican, qui était une perle de l'Église, eh bien les catholiques, des catholiques, avec parfois leurs prêtres, ont massacré d'autres catholiques avec d'autres prêtres, et c'est une situation qui ne s'est jamais produit nulle part, parce que justement, c'est ce que vous écrivez dans votre livre durant tout un chapitre. On n'a pas connaissance en fait de ces violences intra-religieuses. Il y a très peu d'études qui ont été faites là-dessus. C'est ce que vous dites. Et oui, parce que l'interreligieux, tout le monde connaît, musulmans contre chrétiens, juifs contre chrétiens, hindouistes contre musulmans. Là, on a tous les outils, toutes les situations historiques atroces, et depuis des siècles. Mais ce massacre, essentiellement, les églises ont été le deuxième lieu de massacre. Il y a les collines, et puis ensuite les églises. Les barrages aussi. Voilà. Et puis après, les églises, où les Tutsis se sont réfugiés parce que jusqu'ici, les églises avaient fait barrage, dans une certaine mesure, dans les massacres précédents. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Voilà, depuis la fin des années 50, il y a eu des massacres récurrents au Rwanda, le massacre de Tutsis, et les églises avaient efficacement protégé, au fond, les Tutsis qui s'étaient réfugiés. Là, au contraire, les églises se sont transformées en pièges mortels, et tuer des chrétiens dans une église, c'est pas tout à fait neutre, bien entendu, et d'autant plus que ces meurtres s'accompagnent de pratiques incroyables. On mutile les statues de la Vierge, on souille les linges d'autel qui sont remplis de sang, enfin, et donc il y a là quelque chose que les sciences sociales n'ont jamais étudié. Il y a aussi un chapitre, vous vous interrogez aussi sur les origines de cette cruauté aussi qui s'est opérée entre voisins. La question du voisinage, des amis, des parents même parfois. Oui, ça aussi c'est alors le rôle des voisins est pas tout à fait inconnu dans le génocide des Juifs d'Europe dans la Deuxième Guerre mondiale. Les voisins ici ou là ont joué un rôle important en Pologne, en Biélorussie, mais au Rwanda, sans le retournement meurtrier du voisinage, y compris dans les familles où une partie de la famille va en exterminer une autre, où des couples vont exterminer des enfants d'un premier lit, etc. Enfin, parfois des mères. Il s'est passé quelque chose qui ne s'est jamais passé nulle part dans l'histoire et dans le monde à une telle échelle. Qui va en rendre compte? Qui va l'expliquer? C'est très difficile, mais au moins il faut regarder en face ce qui s'est passé. Vous dites justement aussi dans votre livre que c'est assez compliqué, je résume, mais de faire le parallèle, ou en tout cas que votre travail sur la Grande Guerre ne vous aide pas forcément sur ce travail pour le Rwanda. Non, la Grande Guerre m'a rendu sans doute pas mal d'années de travail sensible à la question de la violence, à la question de la cruauté, bien sûr. Mais vous voyez, une guerre interétatique où c'est les nations, les patries qui sont en question, c'est pas du tout la même chose qu'une nation qui se déchire sur des bases ethniques, sur des bases raciales et racialistes, qui sont avec l'idéologie du colonialisme aussi. Voilà, le colonialisme évidemment européen est à l'origine, a mis le venin dans ces régions, mais une idéologie fait pas un génocide. Il faut bien d'autres choses qui ensuite se sont mises en place. Et pour un historien comme moi, il a fallu que je remette en question un peu tout ce que je savais faire, tout ce que je pensais, tout ce que et c'est à la fois l'intérêt et l'insécurité, si vous voulez, de ce livre. Alors en 2008, vous écrivez justement que à cette période, l'énergie meurtrière du génocide continue de se manifester à bas bruit, avec la question du massacre qui pourrait recommencer. Vous y croyez, vous, à cette possibilité? J'essaie de ne pas y croire. Mais ce que l'on voit, ce que je sais, ce que j'ai pu observer moi-même, en particulier dans les campagnes au Rwanda, c'est que les rescapés ne sont pas tout à fait en sécurité. Alors, dans les villes, oui, ou beaucoup d'ailleurs, beaucoup de rescapés vivent aujourd'hui dans les villes, parce que là, il y a un contrôle étatique, mais dans les campagnes, eh bien, vous apercevez que tel ou tel rescapé est persécuté, ne peut pas accéder à ses champs, qu'on lui C'est l'histoire blesse. De Joséphine Campien. Joséphine, voilà, qui on abat la vache qu'on lui avait Impano, offerte. le don. Le don, Impano, et le don, c'est une vache qu'avec une jeune collègue, on lui avait offerte, donc pour remplacer une autre. Elle n'a pas eu le droit d'accéder au champ pour la nourrir. Pour remplacer une autre qui avait été machétée par ses voisins. Et cette femme, elle vit à côté des tombes des gens de sa famille et entourée des familles des tueurs.
de sa propre famille. Et la persécution continue. Alors, elle se déplace sur la vache en question, vous voyez, hein, qu'on a fait mourir en l'empêchant d'accéder à ses champs. Mais quand on voit cela, si vous voulez, c'est une détresse vraiment indicible. Et justement, les tribunaux de réconciliation, est-ce que c'est un échec selon vous? Ce ne sont pas des tribunaux de réconciliation. Les gachacha, les tribunaux gachacha veut dire sur l'herbe, sur le gazon, ces tribunaux au fond qui ont jugé pratiquement 1 800 000, qui ont traité 1 800 000 dossiers, dans un processus immense, ont été des tribunaux en quelque sorte populaires au niveau des collines où les communautés ont pu à la fois dire et condamner. Sans ce processus, je ne sais pas où en serait le Rwanda aujourd'hui. Le processus a indiscutablement réussi, mais que beaucoup de tueurs aient échappé. C'est évident, ne serait-ce que parce qu'il n'y avait plus personne pour les accuser, quand toutes les victimes sont mortes. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, beaucoup de ces tueurs sont sortis. Et donc, ils sont là avec leur famille. Les victimes, là, ce qui caractérise une victime, c'est qu'elle est seule, généralement. Alors, il y a une question centrale aussi dans votre livre, surtout pour vous, hein, français, c'est le rôle de la France hein, dans ce génocide. Et pour vous, Paris doit clairement assumer une part de sa responsabilité. Je n'ai pas l'impression qu'on en prend vraiment le chemin aujourd'hui. Vous citez notamment les propos de Manuel Valls en 2014, alors Premier ministre, qui n'accepte pas les accusations injustes, indignes, qui pourraient laisser penser que la France ait pu être complice d'un génocide au Rwanda. Oui, c'est une déclaration, il faut bien le reconnaître, assez navante, hein, bien sûr. Mal informée, bien sûr, la France a la main dans cet engrenage du génocide. Notamment au niveau militaire. Elle l'a avant, elle l'a pendant. L'opération turquoise n'est pas tout à fait l'opération humanitaire que l'on a décrite. Elle le devient, indiscutablement, heureusement. Mais dans ses premiers jours, dans sa première semaine, elle est une opération de co-belligérance avec un régime génocidaire aux abois et qu'il s'agit d'essayer de sauver face au FPR en train de gagner la guerre. Les Français et la classe politique française, hélas, c'est en plein déni hein, du rôle de notre pays au Rwanda. Je crains qu'il faille de longues années pour qu'on sorte de cette ignorance. La règle des 50 ans que vous évoquez dans votre livre. Et votre livre, c'est une initiation au Rwanda, 1994-2016, un livre passionnant, édité aux éditions du Seuil. Merci Stéphane Audouin-Rousseau d'avoir été notre invité. Merci.